Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct pour un nouveau cours de code, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va essayer de reproduire une version de Tinder, mais pour les chats, donc c'est un peu plus fun. On va du coup faire la partie HTML, CSS, on va le voir ensemble. Aujourd'hui, on va faire la partie connexion, je vais vous montrer ça, et après on va enchaîner avec la partie match où on va afficher des profils, etc. Donc pour ceux qui n'ont jamais codé, je vous invite à vous rendre sur Google et à taper sur internet Visual Studio Code. Je vais cliquer sur le lien de Visual Studio et vous allez atterrir sur cette page. Alors faites attention parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Visual Studio tout court et il y a un autre logiciel qui s'appelle Visual Studio Code et c'est celui-là. Donc vous le téléchargez, donc soit il est compatible sur Windows et sur Mac, il n'y a aucun problème. Et il est l'avantage c'est qu'il est open source, donc le code est disponible pour tout le monde, tous les développeurs participent à ce projet et on a tout un tas de contenus, tout un tas de plugins, etc. qui sont très intéressants pour vous. Et lorsque vous allez exécuter votre logiciel, ça va vous donner ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire cette partie-là, la partie authentification avec un formulaire. Donc on va voir comment créer des formulaires en HTML, en CSS. On verra dans la prochaine session comment faire des petites animations, etc. Donc on va voir également comment faire des dégradés sur le background. Et ensuite, on va passer à la partie, donc quand je clique sur connexion, il y a un petit loader. Donc on va voir comment faire ce petit loader. Et ensuite on passe à la partie match, on va dire, où là on affiche les profils. Donc chaque profil est constitué d'une image et d'un pseudo, d'un nom. Et donc on va pouvoir liker ou pas ces profils-là. Et lorsqu'on va exécuter cette action, ça va nous montrer du coup d'autres profils. Donc, vous connaissez le principe. Et donc cette partie-là est en JavaScript. Donc on va devoir détecter sur quel bouton on appuie. En fonction du bouton sur lequel on a appuyé, on va afficher un profil différent. Déjà, vous allez devoir créer votre projet. Donc pour créer votre projet, vous allez vous rendre n'importe où sur votre bureau, etc. Et on va se créer un nouveau dossier. Donc ça va être le dossier de notre projet. On va l'appeler Tinkat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer dans Visual Studio. On fait juste un glisser-déposer et ça va nous ouvrir notre dossier projet. Donc notre dossier projet pour le moment, il est vide, c'est tout à fait normal. À l'intérieur de Visual Studio, donc vous avez un premier onglet ici Welcome. Ça vous pouvez le fermer, on n'en a pas besoin. Et ensuite on a ici une barre de recherche qui va constituer notre arborescence de projet. C'est là qu'on va pouvoir créer tous nos fichiers qui vont constituer notre site, notre application. Donc on va commencer par se créer un index.html. Donc ici je me crée un nouveau fichier. Donc pour créer un nouveau fichier, soit vous faites un clic droit New File, ou sinon vous cliquez sur le petit icône New File. On va l'appeler index.html. Dans cet index.html, c'est là qu'on va pouvoir mettre notre code. Si vous voulez créer une balise dans votre Visual Studio Code, vous avez juste à taper le nom de votre balise et vous appuyez sur tabulation. Le principe du HTML c'est ça, c'est que vous avez une balise entrante, une balise fermante et à l'intérieur de ça vous mettez votre contenu. Par exemple le H1 c'est un header de niveau 1, donc c'est le titre le plus important au niveau HTML. Donc là je vais mettre le nom de mon application, Tinkat, j'enregistre et maintenant si je veux afficher ce projet là, je vais tout simplement double-cliquer à l'intérieur de mon projet, voilà qui est ici, et donc là vous voyez que vous avez votre index.html. Donc cet index.html pour l'exécuter, c'est tout simple, je double-clique dessus, ça lance Google Chrome ou votre navigateur préféré, et là vous avez votre site qui vient d'être ouvert. Donc à partir de ce moment-là, moi je vous recommande d'utiliser Google Chrome. Il a plein d'outils qui sont assez sympas et c'est vraiment pratique en tant que développeur d'utiliser tous ces outils-là. Donc à partir de ce moment-là, donc on voit que notre projet a bien été initialisé en quelque sorte. Je vais supprimer mon titre, j'en ai plus besoin, et je vais me faire du coup mon squelette de base. Et pour ça, je vais cliquer sur le point d'exclamation et j'appuie sur tabulation. Point d'exclamation, ça va tout simplement m'importer le squelette de base de ma structure HTML. C'est ce qu'il faut, c'est le minimum vital pour une page HTML. Maintenant que j'ai ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une extension qui s'appelle Open Live Server. Si vous ne l'avez pas, vous vous rendez dans les extensions tout en bas, le petit icône, ici extension, et là vous allez avoir la première proposition, Live Server, donc moi je l'ai déjà, mais vous allez avoir un petit, par exemple celle-là, vous voyez, il y a un petit icône, un petit bouton Install, donc vous cliquez sur le petit icône Install et ça va vous l'installer. Donc ce qui est pratique avec cette extension, c'est que vous allez pouvoir, ça va reload automatiquement
votre page, vous n'aurez pas besoin de réactualiser à chaque fois, donc c'est assez pratique. Une fois que vous l'avez installé, peut-être que votre éditeur de texte va vous demander de le redémarrer, c'est pas bien grave, vous pouvez le reload. Maintenant que j'ai installé mon application, mon extension, je vais pouvoir venir ici sur mon fichier, faire un clic droit et cliquer sur Open with Live Server. Donc là, ça va m'exécuter mon site. Je vais ici cliquer sur mon petite icône pour rétrécir mon arborescence, j'en ai plus besoin pour le moment. Et ici, vous voyez que là, par exemple, si je rajoute à l'intérieur de mon body un H1, j'enregistre, ça va automatiquement m'actualiser ma page. Donc c'est assez pratique. Vite fait pour vous décrire un petit peu ce qu'on a fait, c'est que là on a créé un doctype qui indique au navigateur qu'il s'agit d'un fichier HTML. On a ensuite notre fichier, enfin notre balise HTML qui englobe toute notre page. Et à l'intérieur de ça, on a une balise head qui va comporter par exemple le title, ça va être le titre qui va s'afficher, qui va décrire votre site, et c'est ce qui s'affiche sur le Google Search quand vous faites une requête sur un Google. Vous avez le nom du site, vous cliquez dessus, ça vous amène sur le site, donc typiquement ça c'est le title. Donc vous pouvez rajouter une métadescription, tout un tas de choses, on va le voir, on va pouvoir également rajouter des liens vers notre CSS, etc. Ensuite on a notre balise body, donc la balise body c'est le corps de notre page, c'est à l'intérieur de ça qu'on va mettre notre code à nous. Donc si je reprends rapidement notre application, on voit qu'on a le nom de l'application, on a ensuite le logo, je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas, c'est pas grave, et on a ensuite en dessous le formulaire. Je vais ensuite ce fichier le mettre à l'intérieur de mon projet, donc je fais juste un glisser-déposer, je vais extraire ce fichier, je fais un clic droit extraire ici, et donc vous avez un dossier logo. Je vais supprimer mon zip, j'en ai plus besoin, et je vais me créer un sous-dossier qui va s'appeler IMG. Donc ça va contenir toutes les ressources de mon site, et notamment tout ce qui est images, logo, etc. Donc je vais glisser mon dossier logo à l'intérieur de mon dossier IMG pour que ce soit plus propre. Et donc au niveau de mon Visual Studio, je vois que j'ai bien mon dossier IMG qui est apparu avec mon logo. Si rien ne s'affiche, c'est peut-être que votre explorateur n'est pas à jour. Dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur la petite flèche Refresh ici pour remettre à jour. Ça arrive de temps en temps. Ce que je vais commencer, c'est à mettre la couleur en fond de mon body ici, donc il va me falloir du CSS. Donc pour ça, je vais insérer mon CSS. Donc pour insérer du CSS, je vais mettre une balise link, et dans cette balise link, il y a un attribut href, et c'est ici que je vais mettre l'adresse de mon fichier. Ce fichier, je vais le mettre dans un sous-dossier CSS pour que ce soit plus propre, /style.css. Voilà, donc en général, le fichier principal CSS, on l'appelle style.css, une convention. Et ensuite, on va devoir créer ce fichier, ainsi que le sous-dossier. Donc plutôt que de s'embêter à le créer manuellement, vous pouvez faire dans un premier temps ici le link, et ensuite vous faites un CTRL-commande pour ceux qui sont sur Mac, CTRL ou commande clic. Il va vous dire que le fichier n'existe pas, puisque ça c'est un raccourci pour se rendre à l'intérieur du fichier, mais que vu qu'il n'existe pas, il va vous proposer de le créer. Donc là vous cliquez sur Create File. Maintenant ce qu'on veut, c'est mettre cette fameuse couleur en fond. Donc on va venir sélectionner l'élément sur lequel on souhaite poser notre style. Donc là en l'occurrence, nous c'est la balise body. Donc on va sélectionner notre body, donc là on vient de faire un sélecteur, et ensuite on met nos accolades. À l'intérieur de ces accolades, on va mettre toutes les propriétés qui vont concerner la mise en forme de notre élément. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais mettre une couleur de fond. Alors, pour les couleurs de fond, normalement, c'est background color, ce genre de choses. Là, on va utiliser un petit dégradé. Donc, on va devoir utiliser la propriété background image. Donc, à l'intérieur de background image, je vais du coup mettre mon dégradé. Donc, il y a une propriété qui existe qui s'appelle linéaire. On va lui donner 3 valeurs. Donc la première, ça va être l'orientation de mon dégradé. Donc je vais mettre moi 45 degrés. On va séparer chaque valeur par une virgule, et ensuite je vais mettre mes 2 couleurs de dégradé. Donc là vous avez vu, ça nous fait un petit dégradé. Donc le souci c'est que notre background n'est pas, notre background, la hauteur de notre body s'adapte en fonction du contenu qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de notre body, il n'y a qu'un seul titre, donc il va en fait répéter notre background. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer une taille à notre body. Donc on va lui mettre une propriété height pour la hauteur, et on va lui mettre une valeur
de 100 VH. Donc 100 VH pour View 8, c'est tout simplement la hauteur de votre fenêtre de navigation. Donc il va s'adapter en fonction de la hauteur de votre fenêtre de navigation. Voilà, et donc là vous voyez que ça résout notre problème de répétition de body. On va passer à la création de notre formulaire. Donc pour la création de notre formulaire, on va dans un premier temps ici supprimer notre titre, là c'était juste pour l'exemple, voilà. Étant donné qu'on est sur une single page, donc on est en JavaScript, donc là il n'y a pas de rechargement de page. Quand je clique sur connexion, vous voyez que la page ne se recharge pas, alors on a une impression de chargement, mais en réalité si vous regardez tout en haut au niveau de votre URL, contrairement à certains sites, quand je clique ici, la page ne se recharge pas. Donc c'est souvent le cas sur plusieurs applications récentes, notamment avec l'utilisation, la venue des frameworks Node.js, etc. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre application en plusieurs divs. Donc pour réaliser une div, tout à l'heure on avait vu pour créer un H1, on faisait H1, tabulation ou entrée. Pour créer une div, c'est pareil, sauf que vous mettez div et tabulation. Ce qui se passe, c'est que moi, cette div, je vais lui donner un identifiant pour pouvoir la reconnaître. Donc là, je vais mettre un identifiant login. Donc plutôt que de mettre div, ensuite, enfin générer la div et ensuite rajouter l'identifiant, je vais directement mettre mon identifiant et appuyer sur tabulation. Et là, vous avez vu que ça me crée une div avec directement l'identifiant de rattaché. Là, c'est mon premier composant de mon site. Ensuite, on va avoir un autre composant qu'on appellera très certainement match ou ce genre de choses. Pour l'instant, on va pas le mettre, ça sert à rien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va cacher un composant pour afficher un autre, etc., etc., tout en restant sur la même page. Donc là, vous faites juste une div avec l'identifiant login, et c'est à l'intérieur qu'on va mettre nos différents éléments. Donc, à l'intérieur de cet élément, on va se créer une div qu'on va appeler form container. Donc form container, ça va être le bloc ici en blanc, donc je vais retourner sur la page, voilà, le bloc en blanc qui va contenir l'ensemble de nos éléments. J'ai créé ici ma classe, donc faites attention puisque pour un sélecteur de classe et un sélecteur d'identifiant ce n'est pas la même chose, nous on veut sélectionner notre classe. Ici, on va copier ça, on va aller dans notre style.css, et donc là on veut mettre en forme notre form container, donc on va venir le sélectionner, étant donné que c'est une classe, on va mettre un point et ensuite le nom de notre classe. Donc là c'est form container. Ce form container, du coup, si on regarde un petit peu, nous ce qu'on veut intégrer, c'est un élément qui a une certaine dimension. Donc dans un premier temps, on va lui donner des dimensions bien précises et après on réajustera, mais là c'est juste pour l'exemple. Il a une couleur de fond, il a des petites bordures ici arrondies. On va lui donner un background color et on va le mettre en blanc. Je vais lui donner une hauteur, donc je vais mettre un height, je vais lui mettre un height à 400 pixels pour voir, et on va lui donner également une largeur. Tout ça c'est absolument pas responsive, mais je vous rassure, on modifiera ça plus tard. Pour l'instant c'est pour démarrer. Nous ce qu'on veut, c'est le positionner au centre de notre page. Pour faire ça, je vais utiliser les flexbox. Donc, vous avez la doc, alors il y a plusieurs docs qui existent. Moi, je vous conseille celle de CSS Tricks qui est pas mal. Elle est vraiment bien détaillée. Les flexbox, donc c'est une fonction CSS qui est très utilisée, notamment maintenant dans tous les frameworks, tout le monde s'en sert, et ça va nous servir à positionner notre élément. Donc, on va pouvoir aligner des éléments, on va pouvoir contrôler leur direction, on va pouvoir également les justifier au centre, sur le côté, etc. Et on va pouvoir également, très intéressant, aligner au centre de notre page. Donc ça va calculer l'espace en haut, l'espace en bas, et ça va le mettre au milieu. Donc là c'est ce qui se passe, nous c'est que ici on a un espace sur la droite, on a un espace en bas. Ce qu'on voudrait c'est que l'espace sur la droite ici soit automatiquement calculé pour être réparti sur la gauche et sur la droite. Pareil, pour le bas, on va faire exactement la même chose. Donc pour les flexbox, comment ça fonctionne? Il faut diriger notre enfant, le form container, avec le parent. Le parent c'est body, c'est lui qui contient notre enfant. Donc ici on va mettre un display flex sur notre parent. Ensuite on va lui appliquer un justify content center pour le mettre au centre. Et on veut également l'aligner, donc on va faire un align item center. Et là on vient de centrer notre élément au centre de notre page. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer à remplir un petit peu tout ça.
Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est dans un premier temps un titre. Donc je vais me rendre dans mon form container et je vais lui mettre un H1. Ce H1, il aura pour nom Tinkat. On va mettre des espaces pour justement que notre titre qui a un petit peu plus d'espace, que ça respire un petit peu plus. Donc on va se rendre sur notre style.css. Nous, ce qu'on veut, c'est éditer le form container et donc on va lui appliquer un padding. Donc le padding, c'est le fait de rajouter de l'espace à l'intérieur de notre boîte. Considérez que tous vos éléments HTML, ce sont des boîtes, et donc ces boîtes-là, on va pouvoir rajouter un espace sur les côtés, que ce soit à l'extérieur ou sinon à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va le mettre à l'intérieur. Et on va mettre un espace de 20 pixels. On a un espace à l'intérieur de notre boîte et notre Tinkat, notre titre, s'est écarté des bords. Si vous voulez voir ça d'un peu plus près, vous pouvez faire un clic droit sur votre navigateur, inspecter, et là vous voyez que j'ai mon curseur quand je pointe sur mon form container, on a plusieurs couleurs qui s'affichent, et notamment une couleur verte là sur le côté. La couleur verte, c'est le padding. Et donc on peut faire des modifications directement dans notre inspecteur d'éléments. Par exemple, je peux décocher la valeur padding, et vous voyez que ça me l'enlève. Alors ça n'a pas sauvegardé, hein. Si je réactualise, j'ai toujours du coup mes éléments qui sont positionnés. L'inspecteur d'éléments, il est essentiel quand on code. C'est un élément à maîtriser et quand on arrive à bien s'en servir, ça nous aide vraiment, ça nous aide beaucoup, surtout quand on utilise des frameworks par exemple. On va également arrondir un petit peu les bords, donc on va faire un border radius et on va mettre 5 pixels. Et j'enregistre. Là vous voyez que ça nous a mis un petit arrondi sur les côtés. On va sélectionner notre titre, donc là on n'a qu'un seul titre, on va pas s'embêter, on va directement appliquer un sélecteur de balise, on va lui appliquer un text line center. Là vous allez me dire pourquoi j'ai pas utilisé les flexbox, étant donné que j'ai qu'un seul élément, c'est un titre, j'ai pas besoin d'utiliser les flexbox, là c'est pas forcément nécessaire. J'aurais pu le faire, hein. On aurait pu utiliser les flexbox, mais là dans notre cas, c'est beaucoup plus simple d'utiliser un text line. Donc je le centre au milieu et on va le customiser un petit peu. Déjà on va changer la typo parce que là c'est pas terrible, ça doit être de l'Arial par défaut. Donc on va se rendre sur Google Font. Donc vous allez sur Google, vous tapez Google Font. Ce que je vous conseille, c'est plutôt d'utiliser ce genre de police. Donc c'est fourni par Google. Ce sont des polices open source que vous pouvez utiliser librement sur votre site. Et la plupart du temps, les gens les ont déjà. Hein. C'est des polices assez classiques. Si je prends l'exemple de Roboto, OpenSAN, il y a de fortes chances qu'il l'ait déjà, donc ils n'auront pas besoin de la télécharger. Par exemple, nous ici, on va prendre Roboto, donc pour prendre une police, on va cliquer dessus. Ensuite, on va sélectionner le type de graisse qu'on leur souhaite. Donc nous, on va prendre une version régulière, et on va prendre également une version en bold. Donc il vous suffit de cliquer sur Select this style, et ça va vous le rajouter. Une fois que vous avez fait ça, au niveau de cet onglet ici, vous avez le link. Donc vous copiez le link, qui va servir à importer la police sur votre projet. Je vais mettre ça ici. Et ce link là, vous allez le coller à l'intérieur de votre head au niveau de votre HTML. Donc je vais mettre juste en dessous de mon title, je reviens à la ligne et je colle le lien vers la police. Donc là on vient d'importer la police, maintenant on veut l'appliquer à un élément dans notre application. Pour faire ça, je me rends sur mon style.css et vous voyez qu'en bas, il vous dit donc en gros première étape importer la police, deuxième étape appliquer la police. Donc pour appliquer la police, il faut que j'utilise la propriété font family et ensuite le nom de ma police. Donc je copie ça, je vais me rendre dans mon body et je colle ma police. Ce qui se passe c'est que là je l'ai appliqué à mon body et par héritage, étant donné que body c'est le parent de tous mes éléments HTML, ils vont hériter de cette police là et donc ça va appliquer automatiquement la police Roboto. Et donc si je me rends sur mon site, on voit que la police a bien été prise en compte. Maintenant que j'ai ça, je vais importer également mon logo. Donc je vais me rendre sur mon index, au niveau de Tinkat ici, et je vais me créer une image. Là on va importer une image, et moi ce que je veux c'est importer l'image de mon logo. Donc pour ça, je vais me rendre à l'intérieur, je viens de devoir indiquer le chemin dans SRC, je vais me rendre à l'intérieur de mon dossier IMG, ensuite logo. Donc là vous avez vu que Visual Studio nous aide automatiquement. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous êtes trompé au niveau du chemin. Donc vérifiez bien que le chemin est bon. Et ensuite, je vais mettre le nom de mon logo, donc c'est le logo-black. Et là, ça vous importe votre image. Donc mon image par défaut, elle est très grande. Et vous voyez que ça déborde
sur ma page. Donc on va redimensionner cette image. Pour redimensionner cette image, je vais me rendre dans mon style. Je vais venir sélectionner mon image avec un sélecteur de tag classique. Et ici, on va lui mettre un width de 100 pixels. Alors ce qui se passe, c'est que sur notre application, on va avoir tout un tas d'images. Puisque là, on a dans un premier temps le logo, mais ensuite, on a les photos des différents profils. Donc si on laisse ça comme ça va appliquer cette width à l'ensemble de nos images. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut que ce soit appliqué uniquement à notre logo. Donc pour faire ça, on va donner un identifiant à notre élément. On va lui donner un identifiant logo tout simplement. Donc ça c'est la façon la plus simple. Sinon, ce qu'on aurait pu faire, c'est utiliser un autre sélecteur. On aurait pu isoler en fait notre image, on aurait pu l'isoler avec notre sélecteur en sélectionnant dans un premier temps forme container et ensuite en sélectionnant l'enfant IMG. Bon là, on va faire plus simple, on va juste lui donner un ID logo. Donc ensuite, dans mon style.css, je vais devoir venir sélectionner mon logo. Donc ici, plutôt que de mettre image, je vais mettre hashtag logo. Voilà. Donc là, ça ne change rien, c'est normal. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mon image soit centrée. Alors, ce qui se passe, c'est que là, si j'applique un text line center, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que mon élément IMG, il fait la même taille que mon image. Il n'a pas de, contrairement à un H1, où du coup le H1, on a la balise en elle-même et ensuite la valeur du texte à l'intérieur. Le H1, lui, prend toute la largeur, ce qui n'est pas le cas de notre image. Donc, on va devoir sélectionner. Ici, on va utiliser les flexbox, on va pas s'embêter, et on va devoir sélectionner le parent de notre logo. Donc le parent, c'est qui? C'est form container. Hein. Si je vois dans mon index.html, je vois que mon parent c'est bien form container. Et on va appliquer un displayFlex à notre form container. Donc ici, je vais faire un displayFlex, j'enregistre. Donc là, vous voyez que ça aligne mes deux éléments, donc c'est tout à fait normal, hein, c'est comportement par défaut. Moi, ce que je veux, c'est ensuite que mes éléments ne soient pas centrés, enfin ne soient pas alignés, pardon, mais qu'ils soient les uns en dessous des autres. Donc si je me rends dans la doc, pour modifier la direction, donc par défaut, quand on fait un flexbox, on voit que ça les aligne. Mais si je veux modifier la direction, je vais devoir utiliser la propriété flex direction, tout simplement. Je mets une propriété flex direction et je vais le mettre en colonne. Et j'enregistre. Donc là on voit que ça me met bien les éléments les uns en dessous des autres, très bien, donc je reviens au même point que tout à l'heure. Maintenant ce que je veux, moi, c'est les centrer. Alors pour faire ça, on peut se dire, tiens, je vais utiliser un Justify Content Center, sauf que si je fais ça, ça ne fonctionne pas, ça va me les aligner. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que ici j'ai appliqué un Flex Direction colonne, et donc du coup les deux sont inversés. Donc plutôt que d'appliquer un Justify Content, je vais devoir ici appliquer un Align Item Center. Et là ça me l'a bien centré. On a notre image, on a notre petit titre d'application. Ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est mettre notre logo, text transform, alors c'est pas le logo, c'est sur le H1. Si je veux déplacer ici mon élément, je vais le mettre à cet endroit là, je pourrais faire un couper-coller ou un copier-coller. Sinon il y a un raccourci, vous appuyez sur Alt, donc vous sélectionnez votre ligne, vous appuyez sur Alt, touche directionnelle vers le haut, et ça déplace votre élément. Maintenant que j'ai ça, je vais créer mon formulaire. Donc ici j'ai mon form container avec mes éléments, et on va rajouter un troisième élément, ça va être notre formulaire. Donc, pour créer un formulaire, on va ici appliquer une balise forme et j'appuie sur tabulation. Donc un formulaire, c'est très utilisé. Hein. Par exemple sur Facebook, vous avez un formulaire pour vous connecter. Vous avez sur tous les sites un formulaire pour envoyer des messages. Typiquement le chat sur Messenger, c'est un formulaire. Enfin tous ces éléments-là, ce sont des formulaires. Et c'est ce qui permet bien souvent d'être en interaction avec la base de données. Donc c'est un élément assez sensible. Et ça permet d'interagir, faire différentes interactions. Donc par défaut vous avez un attribut action. Cet attribut action, nous on va pas en avoir besoin, alors, soit vous le laissez, soit on peut sinon le supprimer. Je reviens à la ligne, et moi il me faut deux éléments, donc il me faut un champ pour le pseudo de la personne et un champ pour le mot de passe. Donc ici je vais me créer un input, j'appuie sur entrée, un input de type texte. Ça va être pour le pseudo. Il va me falloir un second input de type password. Il va me falloir un second input de type password. Donc ici je vais faire input, et plutôt que de faire entrer ici ensuite de modifier password, et donc à l'intérieur, donc là par défaut vous avez un name et un ID, donc ça on n'en a pas besoin, je vais l'enlever.
et on se retrouve avec nos deux inputs. Donc ces deux inputs, vous voyez que là on sait pas trop lequel est lequel, donc quand on commence à taper à l'intérieur, on voit que le deuxième c'est bien le password, ça y a pas de souci. Alors même s'il y a des petits points comme ça veut pas dire que c'est sécurisé, hein. On peut toujours, même avec un petit code JS, intercepter ce que l'utilisateur a tapé. Et il nous manque un dernier input, c'est input de type submit. Voilà. Pareil, on enlève la value, elle nous sert à rien. On voit qu'ils sont pas alignés comme il le faut, ça on va s'en occuper après. Et on voit également que y a rien à l'intérieur, donc ce qu'on aimerait bien c'est un petit texte d'information pour indiquer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il doit rentrer. Donc pour ça on va rajouter un attribut placeholder, et ici on va mettre pseudo. Voilà, on va faire la même chose pour le password, placeholder, et on va mettre password. Pour le submit c'est différent, ce n'est pas un placeholder, là par défaut c'est validé, mais si je veux le modifier par exemple, je vais devoir mettre un attribut qui s'appelle value, et on va mettre par exemple login. Donc là on a nos trois éléments de positionner, il nous reste à les mettre en forme, et il nous reste également à les positionner. Donc pour les positionner, nous ce qu'on veut, si je résume, on veut les mettre les uns en dessous des autres, puisqu'on veut d'abord le pseudo, ensuite le password en dessous, et encore en dessous on veut le login. Donc pour faire ça, on avait vu que les flexbox, c'était très bien, donc on va venir sélectionner ça avec les flexbox, et pour les positionner, donc on veut positionner quoi? On veut positionner les inputs, et pour utiliser les flexbox, il faut faire ça avec le parent. Donc le parent, c'est le form. Donc on va sélectionner notre form, et on va lui appliquer des flexbox. Donc dans notre style.css, on vient sélectionner notre formulaire. Ce formulaire, on lui applique un displayFlex, on enregistre, et là vous voyez que ça va aligner nos trois éléments, nous c'est pas ce qu'on veut qu'il soit en colonne. Donc pour faire ça, on fait un flex direction et on met colonne. Maintenant que nos éléments sont prêts, on va pouvoir les mettre en forme. On va les sélectionner tout simplement avec leur sélecteur de tag input. Et on va commencer déjà par mettre un petit peu d'espace, puisque vous voyez entre mon placeholder et les bordures de mon input, c'est tout collé. Donc on va rajouter un espace à l'intérieur du bloc, donc vous vous souvenez que c'est padding. Donc ici on va rajouter un padding, et on va mettre 10 pixels par exemple. Voilà, très bien. On va mettre également du margin, puisque ici vous voyez que nos inputs sont tout collés entre eux, donc on va mettre un margin pour espacer, mettre un espace entre chaque input. Donc ici je vais mettre un margin, et on va mettre un margin de 10 pixels par exemple. Je sauvegarde, voilà, j'ai bien mon margin d'appliquer. Alors ce qui se passe c'est que quand vous mettez padding ou margin comme ça et que vous mettez une valeur, ça va l'appliquer aux quatre côtés de votre boîte. Moi ce que je veux c'est que pour mes margins, ça ne l'applique uniquement en haut et en bas. Donc pour faire ça, vous allez devoir mettre deux valeurs. Donc soit je fais margin-top et margin-bottom. Par exemple là si je fais margin-top, ça ne me met que au-dessus. Et si je fais la même chose, j'écris bottom, j'enregistre, là vous voyez que ça m'a fait l'effet que je souhaitais. Mais ça me fait deux lignes à écrire, on va utiliser un raccourci. On va faire 10 pixels, 0, donc là je vais venir supprimer ça. Et quand... Alors pardon, j'ai supprimé un peu trop de choses, voilà. Et quand j'écris de cette manière-là, ça revient au même que d'écrire margin-top et margin-bottom. Alors 10 pixels c'est un peu beaucoup, on va mettre 5, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Alors nos inputs, on va les modifier un petit peu. On va leur mettre ici déjà un petit border radius de 5 pixels. On va également enlever la bordure par défaut, qui est la bordure par défaut de HTML. On va lui mettre une bordure un petit peu mieux, donc on va mettre un border 2 pixels, et du coup on va lui mettre une couleur. Donc là vous voyez qu'on vient rajouter nos bordures. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va augmenter la taille de notre police. Donc ici on va faire un font size, et on va mettre 1.4 rem. Alors je vois que mon padding, du coup, est un peu juste. Si je mets 20... Alors là ce qui se passe c'est que vous voyez que maintenant, tout à l'heure on avait mis des valeurs fixes pour notre container, et ce qui se passe c'est que l'ensemble de nos éléments est plus grand que le container en lui-même, donc ça dépasse. Alors pour résoudre ce problème, on va tout simplement au niveau de notre height ici le supprimer, et lorsqu'on fait ça, ça va s'adapter, la hauteur va s'adapter en fonction du contenu qu'il y a à l'intérieur. On va vouloir mettre en forme notre bouton. Donc notre bouton, on va venir dans un premier temps le sélectionner. Donc pour le sélectionner, je peux pas le sélectionner juste avec input, puisque on a déjà fait ça avec les inputs. Ce
qui se passe, c'est que ce bouton-là, c'est aussi un input. Donc on ne peut pas faire comme ça. Donc soit on lui attribue un identifiant, soit une classe, ou sinon on peut utiliser un autre sélecteur. Donc là, je vais mettre input. On peut ici le sélectionner en fonction de son type. Puisqu'au niveau du HTML, qu'est-ce qui différencie ce bouton des autres? C'est que son type est submit et non texte ou password. Donc je vais pouvoir le sélectionner avec son type en faisant ici entre crochets type est égal, ici je vais mettre submit. Et donc en faisant ça, je vais sélectionner uniquement, je vais pointer uniquement sur cet élément là. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir le personnaliser un petit peu. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les bordures. On n'en a pas besoin, donc on va faire un border none. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser le background de notre bouton. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un background en dégradé également. Donc on va utiliser la propriété background image et on va mettre, pas URL pardon, mais on va mettre un linéaire gradient. On avait mis 3 valeurs, donc dans un premier temps c'était l'orientation en degrés, par exemple je vais mettre 45, et 2 couleurs. Donc les couleurs on va pas mettre les mêmes, après vous pouvez mettre celle que vous souhaitez, et maintenant qu'on a mis nos couleurs, on va personnaliser le texte qui est au milieu, et qui est en noir, c'est pas terrible, on va le mettre en blanc. Et on va le mettre également en majuscule, donc on va faire un texte transform et on va le mettre en uppercase. On va mettre un box shadow, donc un effet d'ombrage sur notre bouton pour que ça ressorte un petit peu plus. Donc on va faire un box shadow. Et donc là vous allez devoir appliquer des valeurs. Alors il y a des générateurs de box shadow qui existent. Si vous vous rendez sur Google, vous tapez box shadow generator. Vous allez avoir tout un tas de propositions où vous allez pouvoir régler avec une molette comme ça, et ça va vous faire des box shadow automatiques. Donc c'est les différents côtés en fait, c'est top, left, bottom, etc. 6 pixels et 0. Et ensuite, la dernière valeur, ça va être la couleur. Donc nous on va faire une couleur un petit peu opaque, enfin avec une opacité. Donc on va mettre une couleur RGBA. Donc RGBA pour Red, Green, Blue, et le A c'est pour l'alpha, donc c'est tout simplement l'opacité de notre couleur. On va mettre une couleur en noir avec une opacité de 0,27. Et là vous voyez que ça nous donne un léger effet de... ça ressort un petit peu mieux, c'est un petit peu plus sympa. On va pouvoir s'amuser à faire un petit effet de hover au passage de la souris. Donc là on va sélectionner, pour faire ça on va sélectionner notre élément input submit, donc on va faire le même sélecteur, sauf qu'on va rajouter un 2 points hover. Donc c'est ce qu'on appelle le state du hover, c'est l'état de notre élément HTML. Donc par exemple, quand on a un input, on a le state focus. Focus c'est quand on clique dessus, c'est voilà, on fait un focus dessus. Quand on fait un hover, c'est qu'on passe la souris devant. Il y en a tout un tas. En JavaScript par exemple, on peut détecter l'événement du clic, etc. Donc en CSS, on peut détecter le hover. Et donc lorsque je fais un hover sur mon bouton, je vais par exemple, déjà je vais mettre un curseur pointeur. Là ce qui se passe c'est que par défaut vous voyez que quand je passe ma souris il se passe rien et ça n'indique rien à l'utilisateur et il ne sait pas en fait qu'il peut interagir avec. Si je mets un curseur pointeur, j'enregistre, vous voyez que maintenant quand je passe mon curseur il se transforme et là ça indique qu'on peut interagir avec. C'est un petit détail mais c'est quand même mieux. Maintenant moi ce que j'aimerais bien c'est modifier la couleur du fond ici. Alors ce qu'on va faire c'est que on va modifier, on peut pas en fait faire un background color comme ça directement, on pourrait se dire bah tiens je vais appliquer un background color et je vais le mettre avec cette couleur là par exemple. Ce qui se passe c'est qu'en fait la priorité est mise sur le background image et donc du coup c'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc ce que je vais devoir faire c'est que je vais devoir prendre mon background image et lorsque j'ai un hover, je vais prendre cette couleur qui est ici, je la mets en transparent et ensuite j'applique du coup mon background color. Donc, ce qui fait que ça fait un dégradé de cette couleur là vers le transparent et donc ensuite j'applique ma couleur, ce qui fait que ça me donne cet effet là. Alors ce qui est dommage c'est que là vous voyez, ça passe d'un état à un autre comme ça sans transition, sans transition. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer une petite transition. Donc juste au-dessus ici on va appliquer une transition. Donc, je vais prendre ma propriété transition. Et donc cette propriété là va dans un premier temps accepter
quel va être l'élément sur lequel je vais appliquer ma transition. Donc par exemple, imaginons que c'est la couleur de notre texte, donc je peux mettre color, espace, et la durée de la transition. Alors nous c'est pas color, nous c'est background color, mais c'est pas grave, on va pas s'embêter, on va mettre all pour que ça prenne en compte tous nos effets. All, espace, le temps de cette transition. Donc le temps de cette transition, on va mettre 0.3, puisque au-delà de 0.3, je trouve que c'est beaucoup. Donc ne mettez pas un temps trop long, sinon on a l'impression que ça rame en fait. Et donc maintenant, voilà, j'ai un petit effet de transition. Alors là, on voit pas très bien. Alors c'est vrai que du coup, avec cette propriété-là, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Ça nous fait quand même notre petit effet. Donc là, on vient de terminer notre page d'authentification, notre page login. On va continuer le reste mercredi prochain. Donc pour le reste, on va faire cette page-là. Voilà, donc on va la mettre en forme. Donc là, c'est pareil, ce sera du HTML et du CSS. On va également voir tout ce qui est animation, pareil, avec l'effet de hover. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée à tous et on se retrouve mercredi prochain. Ciao.